En plein apogée de la Deuxième Guerre mondiale, l'infanterie soviétique a affronté une menace qui a littéralement changé le cours des combats. Les chars du Wart, légers, rapides et blindés, traversaient les lignes défensives et obligeaient le commandement à chercher une solution permettant aux soldats de faire face à ces machines mortelles. Les moyens traditionnels, comme les canons anti-chars lourds, nécessitaient tout un équipage et du temps pour se préparer, tandis que les grenades, les bouteilles incendiaires et les méthodes improvisées n'étaient efficaces qu'à courte distance, ce qui rendait leur utilisation extrêmement risquée. L'Union soviétique avait besoin d'urgence d'une arme suffisamment puissante pour pénétrer les blindages, légère et mobile pour être maniée par un seul soldat, et simple à apprendre à utiliser. L'expérience en Espagne à Khalkhinggel a clairement montré que sans une arme anti-char individuelle, l'infanterie était condamnée à la défense passive. À la fin des années 30, l'armée rouge a commencé à développer de nouveaux modèles, combinant l'efficacité de l'artillerie avec la mobilité de l'arme de poing. Quand en juin 1941 a commencé l'invasion à grande échelle des troupes allemandes, ce besoin s'est transformé en question de vie ou de mort. Sur le champ de bataille, on avait besoin d'un instrument capable de pénétrer les blindages de 30 à 40 mm à une distance où le soldat pouvait encore agir de manière discrète et efficace. La tâche de créer cette arme a incombé à l'un des principaux concepteurs de l'époque, Vassili Alexeyevitch Dekhtiarev. Dans les premières semaines de la guerre, on lui a confié le développement d'un fusil anti-char qui pouvait être produit rapidement. L'objectif principal était de trouver l'équilibre entre la puissance de la cartouche et la simplicité de la construction, car chaque retard signifiait des vies perdues au front. Déjà en août 1941, le premier prototype a montré des résultats impressionnants aux essais. Il perforait facilement le blindage des chars légers et moyens de la Wehrmacht, et sa conception permettait de produire l'arme en grande quantité. La décision de lancer la production en série a été prise presque immédiatement. Pour septembre 1941, le PTRD-41 a été officiellement adopté par l'armée rouge. Il surprenait par sa simplicité. Canon en acier, crosse en bois et poignée métallique. Avec un poids d'environ 17 kg, il était suffisamment lourd pour contrôler le recul, mais pas aussi volumineux pour gêner son transport par l'infanterie. Sa longueur de 2 mètres et son canon de près d'1,35 m permettaient à la balle d'atteindre une grande vitesse, tandis que le frein de bouche et le bipied pliant rendaient le tir relativement confortable, même pour un seul soldat. Le viseur était conçu pour des distances jusqu'à 1 km, mais en pratique, l'efficacité contre les chars se situait à 500 mètres, une distance qui permettait de maintenir la surprise et la discrétion. Une attention particulière a été accordée aux munitions. Le projectile perforant incendiaire de 14,5 mm avec noyau métallique pouvait traverser les blindages jusqu'à 35 mm à 100 mètres, causant des dégâts internes et un incendie à l'intérieur du char. La vitesse initiale du tir atteignait 1000 mètres par seconde, ce qui rendait le fusil non seulement une arme anti-char, mais aussi efficace contre les transports blindés légers, les fortifications et même les nids de mitrailleuses cachés. De plus, des cartouches traçantes ont été produites pour corriger le tir et des versions avec une plus grande capacité de pénétration, faisant du PTRD-41 un outil polyvalent pour l'infanterie. La simplicité et la fiabilité de la conception ont fait que le fusil a été produit en masse. Déjà à la fin de 1941, des milliers d'unités arrivaient au front. Son statut d'arme à un seul coup était d'un côté une limitation, mais les soldats expérimentés pouvaient atteindre jusqu'à 10 coups par minute en utilisant des techniques de rechargement rapide. Face aux canons anti-chars et aux pièces d'artillerie volumineuses, le PTRD-41 s'est avéré être une aubaine pour l'infanterie, une arme qu'on pouvait emporter dans n'importe quelle attaque, placer en embuscade et causer des dégâts importants même à la machinerie lourde ennemie. À ce stade, quand les chars allemands avançaient rapidement, l'apparition du PTRD-41 a marqué un tournant. Les soldats pouvaient non seulement observer l'avance de la blindée ennemie, mais l'arrêter activement. Le fusil combinait simplicité, mobilité et efficacité meurtrière, des qualités inestimables dans une guerre totale. Le PTRD-41 a montré sa plus grande efficacité dans les embuscades. Normalement, 2 soldats, un tireur expérimenté et son compagnon, occupaient des positions préalablement préparées. Un bâtiment détruit, un fossé camouflé, un parapet ou même une niche creusée dans la neige. La condition principale était d'avoir une bonne visibilité de la route et la possibilité de se retirer rapidement. Quand la blindée allemande entrait dans la zone de portée,
Le tireur visait un point vulnérable et tirait. Les objectifs préférés étaient les côtés et l'arrière, où le blindage était plus mince et un impact pouvait détruire des composants ou pénétrer la protection du moteur. La technique de combat s'affinait rapidement. Si les chars avançaient en colonne, on tirait sur le premier ou le dernier, piégeant les autres. Si la machinerie tentait de tourner, les soldats changeaient de position et tiraient à nouveau. La mobilité du fusil permettait de se retirer immédiatement, empêchant l'ennemi de détecter la position de tir. Le PTRD-41 s'est également avéré efficace dans les combats urbains. Les murs des bâtiments que les soldats allemands considéraient comme des refuges sûrs cessaient d'être des obstacles. Le projectile perforant, avec sa haute vitesse et son noyau dur, traversait les briques et le béton, atteignant les soldats, les tireurs d'élite et les mitrailleurs confiants. Dans ces conditions, le fusil se transformait en un puissant outil d'assaut. Un tir précis suffisait pour détruire un point de tir et dégager le chemin pour l'infanterie. Parfois, il était utilisé à des distances qui semblaient fantastiques pour une arme légère. La haute vitesse du projectile et sa trajectoire stable permettaient de frapper des objectifs à des centaines de mètres au-delà de la distance de tir typique. Les tireurs d'élite l'employaient où l'armement conventionnel s'avérait inutile. Les positions fortifiées, les nids de mitrailleuses ou les refuges. Même les boucliers d'artillerie légère et les plaques de blindage minces n'offraient pas toujours de protection. Le puissant projectile de 14,5 mm traversait le métal facilement. Il y a eu des épisodes plus inhabituels. Quand l'aviation allemande attaquait à basse altitude, ils ouvraient le feu avec les fusils anti-chars. L'opération était risquée, mais parfois le tireur abattait un avion ou forçait le pilote à s'écarter, frustrant une attaque précise. Les projectiles conçus spécifiquement pour le PTRD-41 ont joué un rôle clé dans son efficacité. Les munitions perforantes incendiaires étaient conçues non seulement pour faire un trou, mais pour causer une destruction interne, affecter l'équipage, endommager les composants ou enflammer le carburant ou les lubrifiants. La haute vitesse du projectile assurait une déviation minimale et une précision quand la position était correctement choisie. Mais la guerre ne s'arrêtait pas. Le blindage allemand s'améliorait rapidement et au milieu du conflit, les fronts ont affronté des modèles de chars capables de résister aux impacts frontaux. Alors le tireur devait faire preuve d'ingéniosité, choisir les angles, attendre le bon moment, tirer sur les respiradères, les zones grillagées, les suspensions ou les galets. Même s'il ne parvenait pas à pénétrer l'armure, endommager la suspension, immobiliser le véhicule et le transformer en cible facile pour l'artillerie. À cette période, le PTRD-41 s'est transformé en arme de véritable maître. Simplement appuyer sur la gâchette ne suffisait pas. Le tireur étudiait les profils des véhicules, connaissait l'épaisseur des panneaux de blindage et savait où se distribuaient les composants. Les meilleurs soldats identifiaient le modèle du char par le bruit du moteur et des chenilles, choisissant d'avance le point de tir. L'aspect psychologique était aussi crucial. Quand les chars entraient dans un établissement, les équipages se sentaient confiants. L'infanterie ne pouvait pas les endommager. Mais en entendant le craquement sec du PTRD, la confiance se transformait en anxiété. N'importe quel tir pouvait être décisif. À l'intérieur du blindage, les impacts se percevaient plus fortement. L'équipage devenait nerveux. Le conducteur pouvait commettre des erreurs, le commandant prendre des décisions erronées, l'artilleur perdre des secondes. Ces moments décidaient du destin des affrontements. Les rapports de combat enregistraient régulièrement des cas où une paire de soldats avec PTRD arrêtait une colonne, bloquait une avance ou aidait même à repousser une attaque complète. Ils ne détruisaient pas toujours les chars. Parfois, il suffisait d'immobiliser le premier pour que l'offensive s'effondre. À la fin de la première année de la guerre, le PTRD-41 s'est transformé en symbole de la résistance de l'infanterie. Il démontrait que l'armure ennemie n'était pas un verdict et qu'un seul soldat ordinaire pouvait changer le cours du combat. Cela a transformé le fusil en quelque chose de plus qu'une arme, un élément décisif qui inspirait confiance à ceux qui affrontaient l'acier ennemi face à face. Malgré son statut d'arme à un seul coup, le PTRD-41 a donné naissance à toute une école de tactique anti-char, mais la guerre avançait et la compétition au sein de la production soviétique posait un nouveau défi: augmenter la cadence de tir sans perdre la capacité de pénétration. C'est ainsi qu'est né le fusil de Simonov, le PTRS-41, avec un chargeur de 5 cartouches. En théorie, il promettait des tirs plus rapides, facilitant le travail du tireur et réduisant le temps entre les tirs. Mais la simplicité du PTRD-41 restait un avantage. Sa production économique et la facilité d'entraînement permettaient que ce soit une arme massive présente dans chaque compagnie d'infanterie. Les deux armes ont coexisté,
le PTRD avec sa robustesse et sa disponibilité, et le PTRS avec une plus grande cadence de tir. L'expérience de la guerre a montré que le fusil anti-char avait cessé d'être uniquement un moyen de détruire les chars. Avec l'augmentation du blindage, les impacts directs étaient rares. Cependant, l'infanterie trouvait de nouveaux usages. Détruire les points de tir, les mitrailleuses, les véhicules et même tenter de neutraliser les aéronefs à basse altitude. L'arme créée pour affronter les blindés s'est transformée en un outil polyvalent pour le soldat, capable de résoudre différentes tâches tactiques sur le champ de bataille. Après la fin de la Grande Guerre patriotique, le PTRD-41 n'a pas disparu. Il a continué à servir dans l'armée soviétique, progressivement remplacé par des armes anti-chars plus modernes. Mais il est resté pertinent dans d'autres pays. Les États du pacte de Varsovie, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est, ont reçu de grands lots les intégrant à leurs armées et les stockant pour d'éventuels conflits. Par la suite, il a été envoyé en Chine, en Corée du Nord et dans plusieurs pays africains. Pendant la guerre de Corée, de 1950 à 1953, le PTRD-41 a montré une durabilité surprenante. Les forces nord-coréennes et chinoises l'ont utilisé contre les blindés de l'ONU. Bien que vaincre les chars moyens modernes était rare, le fusil restait efficace contre les véhicules légers, les camions et les positions fortifiées. Son utilisation en Extrême-Orient et en Afrique a démontré que même une arme obsolète, grâce à sa simplicité et à la disponibilité des munitions, pouvait être pertinente au combat. Le PTRD-41 a également été utilisé dans des situations inhabituelles. Les groupes de partisans et de rebelles sans accès à l'armement moderne l'employaient pour créer des foyers locaux de résistance, attaquer les positions de tir, bloquer les routes de transport et organiser des embuscades. Des modifications spontanées ont été apportées. Il changeait les crosses, ajoutait des viseurs optiques, plaçait des bipieds pour tirer depuis des positions fortifiées. Grâce à ces facteurs, le fusil a survécu des décennies. Il a cessé d'être l'arme anti-char la plus avancée, mais il a continué à être utile, reconnu et recherché. Dans les musées, il s'est transformé en symbole d'ingéniosité militaire et dans les collections de reconstitution historique, en un exemple de la façon dont une arme simple peut changer le cours de la bataille. Le cinéma, les livres et les jeux vidéo ont transformé le PTRD-41 en un symbole visuel d'héroïsme et de résistance du soldat soviétique. Mais ce n'était pas seulement son héritage culturel qui l'a rendu emblématique. Le fait que les équipages des chars allemands aient craint un soldat avec ce fusil démontre son efficacité et son impact psychologique. Chaque tir précis minait la confiance, altérait les tactiques et sapait le moral. À ces moments, la simple construction avec cartouche de 14,5 mm montrait une force inattendue. Le PTRD-41 a été le premier fusil anti-char soviétique adopté pendant la guerre. Développé en quelques semaines, un record même pour les experts modernes. Malgré le fait d'être une arme à un seul coup, les tireurs expérimentés atteignaient jusqu'à 10 coups par minute, le transformant en un instrument capable de décider des affrontements locaux. Les tireurs d'élite l'utilisaient pour des tirs précis à longue distance, démontrant des capacités non prévues dans sa conception originale. Tout cela a transformé le PTRD-41 en un phénomène unique, une arme qui combinait simplicité, puissance, production de masse et impact psychologique. Il est né de la nécessité extrême, mais a survécu des années après le conflit, laissant une trace dans l'histoire de l'armement et dans la mémoire des générations. Même aujourd'hui, le PTRD-41, quand apparaissent des conflits locaux, reste fonctionnel. Rappelez-vous que la simplicité et la fiabilité valent parfois plus que la technologie avancée. Son histoire enseigne à valoriser l'ingéniosité, l'utilisation des ressources disponibles et la création d'armes capables de changer le cours des événements. Le PTRD-41 a vécu des décennies en aidant les soldats dans les conditions les plus difficiles et en restant comme partie de la culture, de l'histoire et de la mémoire de l'héroïsme de l'infanterie soviétique. En résumé, le PTRD-41 est plus qu'une arme anti-char, c'est un symbole de guerre, d'ingéniosité militaire et de courage du soldat capable d'affronter même le blindage le plus résistant. C'était la première étape du développement des armes anti-chars soviétiques. Il a inspiré la création de systèmes plus complexes et a laissé une trace indélébile dans l'histoire militaire. L'histoire du PTRD-41 démontre qu'une arme simple et fiable peut changer le cours des événements, déterminer le résultat des combats et laisser un héritage qui perdure bien au-delà de sa période d'utilisation active.